à tout le monde. C'est un plaisir, un honneur de m'adresser à un public de qualité. Mais à Reggae, c'est peut-être un public de qualité. Je suis impressionné toujours de voir comme ça des jeunes qui comprennent l'importance d'avoir un repère. Venir à Reggae, c'est un repère. Donc, je vous félicite ce choix. Je vais faire un petit exposé qui va durer 8 heures. Et après, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Donc on va essayer de terminer avant 4 heures du matin. Ça sera bref. Petite ville aux États-Unis. Un couple de non-juifs. Ils vivent ensemble. Bon, ça marche comme au XXIe siècle. Il n'y a plus de communication entre mari et femme. Ils ne se parlent pas. Tout se passe par WhatsApp. Le mari, il n'arrive plus à parler à sa femme. Il décide, petite ville à la campagne, dans l'arrière-cour, derrière, il y a une forêt. Tous les soirs, il décide d'aller essayer de communiquer avec les hiboux. Les hiboux. Il sort dans la cour, il essaye de communiquer avec les hiboux. Il essaye. Un soir, de 8 à 9, il essaye. Pendant 1 heure. Pas de réponse. Le lendemain, de nouveau, dire au moins c'est inoffensif, il n'y a pas de mal, il fait de mal à personne, il s'y plaît avec sa femme, c'est déjà pas mal. Tous les soirs, comme ça, 1 semaine, tous les soirs, il essaye, il n'a pas patience. 2 semaines, tous les soirs, 8 à 9, au moins. Il n'est pas à la maison, il n'y a pas de quoi discuter avec sa femme. C'est déjà pas mal, sa femme est tout le temps sur son smartphone. Il ne se parle plus. Parfois, il s'envoie des WhatsApp, des WhatsApp. Bon, plus de communication. Au bout de 3 semaines, un soir, de nouveau. Puis tout d'un coup, il entend une réponse. Hein? Le bonheur sur Terre. Il a réussi une première mondiale. Communiquer avec un hibou. Il revient à la maison, il est heureux. Le bonheur. Le bonheur. Qu'est-ce qui peut rendre heureux un goy? Communiquer avec des hiboux? Bon, enfin, chacun sa recherche de la gloire. Et donc, ça devient une habitude. Tous les soirs, il sort de 8 à 9. Il rentre des échanges. Un jour, son épouse est assise au parc avec la voisine. Et il fait, je suis très inquiète. Mon mari m'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? J'ose pas te le dire. Mais si entre copines, on peut se parler. Non, c'est la honte, j'ose pas te le dire. Mais vide ton cœur, ça. Non, j'ai honte. Mais tu sais, entre copines, je ne dirai à personne, vas-y. Mon mari m'inquiète. Mon mari m'inquiète, je ne sais plus quoi faire. Il me dit que tous les soirs, en 8-9, il communique j'ose pas, avec un hibou. Il communique avec un hibou. La voisine lui fait, me dis pas ça! Me dis pas ça, mon mari aussi! Mon mari aussi! Vous avez compris? Ça, c'est les non-juifs. Chez nous, il y a de la communication. C'est aussi un petit problème. Pourquoi on se marie? Madame espère que son mari va changer. Et le mari ne change pas. Monsieur espère que sa femme ne va pas changer et elle change. Voilà, on va parler de communication dans le couple. À Strasbourg, tout va très bien. On va faire en sorte que les choses aillent encore mieux. Voilà. On va parler d'amour, d'accord? L'amour, en France. J'ai peut-être une question à vous poser, je vais être très direct avec vous. La réussite, on m'a dit, waouh, c'est des intellectuels, profession libérale, des diplômes, bon. Je peux vous rentrer dedans? D'accord. C'est une question vitale, essentielle, existentielle à vous poser. Le bonheur sur Terre, on cherche à être heureux. Est-ce que le bonheur sur Terre est fonction de l'argent? De l'argent. Est-ce qu'il est fonction de la réussite
dans une profession, on appelle en français le carriérisme, ou une donnée beaucoup plus simple, est que le bonheur sur Terre est fonction de la qualité du relationnel qu'on va réussir à développer avec nos proches. Les amis, c'est pas le plus important, c'est le moins important. Dans le cercle familial, la belle famille, la famille, les enfants, les parents et surtout le conjoint. Alors je reprends la question, qu'est-ce qui va dicter, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un homme va être heureux sur Terre? L'argent, la carrière ou la réussite ou l'échec des relations humaines que tout un chacun doit être capable de développer avec les personnes qui sont proches de lui. Alors je vous pose la question, ça va être ce soir, ça va être interactif, vous avez des questions, il faut les poser. Alors? C'est les trois. Non, 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 il faut noter. C'est pas que une chose et pas que l'autre. Qu'est-ce qui est le 1, le 2 et le 3? Vous avez un doute? Je sais que le 1, c'est des relations. Après, c'est des relations avec la famille, mais après, c'est sûr que le reste, ça contribue. D'accord. Oh, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pardon? Moi, j'ai beaucoup de gens très heureux sans argent. Donc, je dirais que le relationnel, c'est quand même le plus important. On n'a pas besoin de l'argent, ça y contribue, pas vraiment. Moi, je voulais dire qu'il ne faut pas que ça dépende de ça, que le jour où il y a ces deux éléments des deux premières références, si l'amour il dépend de ça, ça ne changera pas. Bon, alors je vois qu'il y a plus ou moins un consensus. J'ai quand même, regardez, l'argent, il contribue au bonheur. Tellement peu. Tellement peu. L'argent, j'ai encore rencontré quelqu'un aujourd'hui de très très riche, malheureux. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est quelqu'un que vous connaissez à Strasbourg. De très 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 riche. Mais une souffrance humaine, trop souvent avec l'argent, bon, vous avez compris. Le carriérisme, je ne parle pas de valeur de Torah. Humainement, le carriérisme est un illogisme. Pourquoi? Parce que c'est donner la priorité à des valeurs, le travail, la réussite, la gloire, et qui très souvent sont au détriment de valeurs humaines. Un monsieur qui fait carrière, il doit s'investir dans sa carrière. Une femme aussi. Sans entrer dans une réflexion de Torah, maintenant, la réussite ou l'échec des relations sociales. Vivre ensemble, ça peut être un kiff extraordinaire. Avec son conjoint, ses enfants, ses parents, mes frères et sœurs, et ça peut être exactement l'inverse. Il m'a dit, il m'a fait, je vais lui dire, je vais lui faire. Dans les familles riches, une grande partie du patrimoine va vers des avocats. Vous le savez, malheureusement. Alors je ne dis pas il n'y a rien dans la Torah, il n'y a rien contre la richesse. Il n'y a rien contre. Je viens d'une famille très très riche. Mon grand-père paternel était de Berlin. Il avait un brevet unique au monde. Il vendait des rideaux dans tout le monde. Il avait un immeuble de rapport avant-guerre de 7 étages. Il a pris la fuite en 1933 sans un radis. Je suis né au Brésil. Au Brésil, donc dans la famille, on avait une fabrique de bijoux. Fala portugaise? Fala? Non, fala. Regarde. Alors, donc, on avait une fabrique de bijoux, Treves, 800 employés. Ça va, d'accord? Bon. Mon père le gouvernement brésilien voulait encourager des investissements dans l'Amazonie. Il avait notre fabrique à Manaus. Et il remercie le bon Dieu. Nous sommes une famille orthodoxe de tout temps.
Il avait prévu pour mes petits frères de faire venir d'Israël un précepteur pour éduquer. Il me dit, on a tout perdu. Ils ont fait faillite. Bon. I'm half American, if you want me to talk in English. So my father went to the States afterwards. He started from nothing. Il a commencé à zéro. Devenu de nouveau très riche. Pendant 10 ans, il a soutenu un collège tout seul à Jérusalem. Il a tout perdu. Puis il a recommencé à zéro. Il est devenu de nouveau très riche. Il nous a quittés il y a 1 an. Il n'avait pas un radis. Mais il m'a dit, Eli, on se parlait en allemand, sei nicht traurig, sois pas triste, il y a des lois de la veloute. Dieu m'a comblé. Pour mon père, les valeurs, c'est la Torah. Et moi, dans la famille, par rapport à la Torah, je suis le raté. D'accord? Donc, j'ai un exemple. L'argent, c'est éphémère. Et même lorsqu'il y en a, donc on va parler de ce qui compte dans la vie d'un être humain, c'est les relations humaines. On va parler du couple, l'amour. Ah, l'amour, magnifique, extraordinaire, waouh. Avant le mariage, puis, qu'est-ce qu'on attend? L'attente d'un amour. Ah, il n'y a pas d'événement dans la vie d'un être humain qui ne suscite une telle espérance d'un bonheur infini, les petits oiseaux, que le mariage. Une fois réalisé, chez les non-juifs, vous savez, on dit que le jour du mariage, c'est le plus joli jour de la vie. Donc si le jour du mariage, c'est le top, le lendemain, c'est le flop. Chez nous, le jour du mariage, c'est un point de départ d'un amour qu'on espère grandir, s'accroître de jour en jour. Bon, mesdames, messieurs, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas, d'accord? Ok, bon, parlez franchement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'événement qui suscite une telle souffrance que l'amour. À la France, c'est le mariage. Une fois réalisé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas être remboursé, mais sur cela, pourquoi ça ne marche pas? C'est tellement beau l'amour. J'ai des réponses. Ça prend la tête, non? On espère être heureux, et bon. Même dans le meilleur des cas, c'est pas facile. Bon, il faut parler franchement. Il faut être réaliste. Je précise, j'ai rencontré hier ici à Strasbourg quelqu'un qui étudie dans un collège. Il m'a dit, et je le crois, moi et ma femme, on n'a aucun problème de Shalom Bayit. Et si je peux me permettre, ayant le bonheur de vivre dans un microclimat qu'on appelle les Bnei Torah, c'est des kiffeurs. Nous sommes des kiffeurs. Moi, je suis un kiffeur. Ah. Je suis né au Brésil, j'aime le foot. J'ai passé quelques années en Europe, dans mon adolescence, j'ai appris à skier, je préfère encore le ski. Mais entre le foot et le ski, le ski, c'est... Par rapport au foot, le foot, c'est l'ignorant. Le ski, une piste noire, chose. Bon, extraordinaire. Mais il y a quelques temps, j'ai fait une conférence à Genève en plein hiver. De l'avion et là, j'ai vu les pistes de ski. Ouais. J'avais envie de dire aux organisateurs, vous annulez tout, je vais faire du ski. Bon, je ne pouvais pas, mais entre le foot et le ski, je kiffe tous les jours des pistes noires sur l'Agmara. Je chousse sur l'Agmara. Extraordinaire. C'est un kiff. Croyez-moi, ceux qui ont goûté le kiff exquis, qui n'est pas facile. Skier, c'est pas facile au début. Chasse-neige, et puis après il y a les tirs, j'aime pas le terme français, les tirs, vous savez ce que je veux dire? Tirs F-E-2-S-E-S, d'accord? Bon. C'est comme ça qu'on dit en français, bon. Bon. C'est la queue, hein. Vous savez ce que c'est attendre? Ouais. On attend une demi-heure pour 3 minutes de... Bon, d'accord, bon. Mais on kiffe quand même. La Torah, c'est un grand kiff. Bon. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi? Donc, je suis un kiffeur, j'étudie, je me fais plaisir tous les jours en étudiant la Torah. Pourquoi l'amour, ça ne marche pas? Vous avez des réponses. Pourquoi ça ne marche pas? Ça devrait marcher. Et ça, il y a des gens qui ça marche très bien. Pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi marcher? Pardon? C'est quoi marcher? Marcher? L'amour. Une fois marié, et c'est tout aussi idyllique, tout aussi bucolique, tout ce qu'on a après le mariage. Parce qu'on croit que ça doit nous tomber dessus, alors que c'est un devoir de travailler chez nous, parce que je pourrais travailler.
mais je suis là, mais j'entends, je fais psh, l'admiration. Regardez, mesdames, messieurs, vous êtes tous dans la même problématique. Et j'emploie des termes, d'accord, on va parler franchement. Hein. Vous êtes tous dans la même situation, je sais ce qui se passe chez vous, je ne vous connais pas, d'accord? Je sais exactement ce qui se passe chez vous. Bon, d'accord, je ne vais pas le dire à voix haute, mais je n'en pense pas moi. Donc, on va parler franchement, on est entre amis, d'accord? Bon. Il faut avancer dans la vie. Vous êtes jeunes, il y en a qui arrivent à 50 ans, 60 ans, bon, éclopés quand ils sont encore ensemble. Bon, il est temps de, on peut encore apprendre à mieux vivre. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah, mais j'ai entendu une réponse. Est-ce qu'il y a d'accord, pas d'accord? Pourquoi ça ne marche pas? Alors? Bon, vous n'allez pas répondre. Je vais vous dire mon humble avis, d'accord? Des fois, on a la flemme. Non, mais c'est vrai. Vous avez 100% raison. Je suis d'accord avec vous. La Quand flemme. c'est de la vaisselle, on a la flemme de le faire, par exemple. Bon, c'est un peu plus profond que ça, on va dire. Non, mais c'est un exemple, c'est une Ouais, réalité. ouais, ouais. Bon. Alors regardez, si je peux me permettre, je vais vous raconter une histoire chassidique. Mesdames et mesdemoiselles, mesdames et messieurs, est-ce que je peux vous rentrer dedans à fond? D'accord? Vous êtes prêts à ce que je vous détruis? D'accord? Je vais tout casser. Et après, on va reconstruire. Je vais vous éclater. D'accord? Vous êtes prêts? Bon. Il y a une histoire chassidique très connue, mais qui est essentielle. Messieurs, vous êtes fâchés avec moi, c'est pas grave, ça va passer. Un jour, il y avait un chassid qui mangeait une truite saumonée. Son maître, le rabbi de Kotz, connu pour sa perspicacité, l'interpelle. Dis-moi, pourquoi tu manges ce poisson? Qu'est-ce qui t'a fait? Rabbi, j'aime le poisson. Menteur. Rabbi, je vous garantis, j'aime le poisson. Menteur. Ah, Rabbi, j'aime. Menteur. Si tu aimais le poisson, tu n'aurais pas fait une brochette avec de l'ail et du sel. Hein? Tu l'aurais embrassé, tu l'aurais remis dans l'eau. Si tu manges le poisson, c'est que tu aimes le goût délicat du poisson dans ton palais. Il n'y a aucun mal. Shabbat mange du poisson, c'est une mitzvah. La Torah, Onek Shabbat. Mais celui qui mange le poisson, il ne l'aime pas, il s'aime lui-même. On est d'accord? Il n'y a pas de mal. Il kiffe le poisson, il s'aime lui-même. S'il aimait le poisson, il l'aurait remis dans l'eau. Mesdames, je vous ai averti, ça va être un peu du hard. Je vais détruire certains souvenirs de pseudo-déclarations d'amour. Hein? Quand un garçon dit à une fille, je t'aime, la fille fait, ah, il est bébé. Hein? Mon œil, qu'est-ce qu'il a dit le garçon? Qui veut manger le poisson. Les garçons, on est d'accord, hein? Bon, il veut. Il n'y a pas de mal, je l'ai dit, à vouloir consommer du poisson. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. En droit français, ça tombe sous l'inculpation de dol. C'est ce que c'est dol? Escroquerie sur la marchandise. Il parle d'amour, c'est du désir. Donc que les choses soient claires, le désir aux yeux de la Torah est quelque chose d'hyper important. À une condition, écoutez bien, une condition entre mari et femme, entre femme et mari. C'est très important. Après le mariage, entre mari et femme. Hein? Vous avez compris ce que je veux dire ou sous-entendre? C'est pas facile. Pas facile. Donc, le désir et l'amour, c'est deux choses différentes. Il n'y a aucun mal à désirer, mais ce n'est pas de l'amour. Malheureusement, vous avez tous été conditionnés parce que vous avez lu et vu dans des romans, dans des films, où il y a une définition stupide et destructrice de ce que c'est que l'amour. Le fait d'être bien ensemble avec l'autre, de kiffer l'autre, je
dis pas que c'est pas important, mais je m'aime moi-même. C'est pas que j'aime l'autre. Alors ça veut dire quoi? Je précise, aux yeux de la Torah, c'est ce qu'on va dire Shabbat prochain, la mitzvah qui représente Zekol la Torah Kula, c'est marqué dans la Gemara. C'est quoi la mitzvah la plus importante de la Torah? C'est Va'afta, la Reacha, Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le conjoint étant juif, du moins je l'espère, il faut aider son conjoint à vie. Tous les jours. Et Rav Dreyfus, et mon mari, hein, et s'il ronfle, il y a une exemption. Et le monsieur il fait, et mon épouse, le tour de taille à la vache à dents. Est-ce qu'il y a une exemption? Non. Tous les jours, toute sa vie. Comment est-ce possible? Aimer la même personne toute sa vie. Tous les jours, comment est-ce possible? Vous êtes au début du trajet. Si je peux me permettre, chez nous, on s'aime de plus en plus de jour en jour. De jour en jour. Mais ça veut dire quoi s'aimer? Ça veut dire quoi s'aimer? Un des plus grands philosophes de tous les temps, le Rav Dessler, nous l'a expliqué. Pour arriver à aimer, il faut apprendre à donner. C'est le don qui génère l'amour. Prenez un exemple. Un bébé qui a été abandonné dans une maternité. Il y a une femme qui va l'adopter. Cette femme va nourrir le bébé, le calmer, lui changer les langes. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le mari, il n'entend pas, il dort, d'accord. C'est madame qui... Et cette femme va aimer son fils? Oui, c'est pas le sien. Elle aimera autant que ses enfants. Pourquoi? Parce que plus on donne, plus on aime. L'amour, tel que la Torah nous l'impose, est le résultat du don. Donner ne veut pas seulement dire donner de l'argent, des cadeaux, c'est d'abord et avant tout donner de l'attention, de la gentillesse, un sourire. Vous avez déjà vu un chien sourire? Un cheval? Non. Une girafe? Non. Un coq? Non. Le singe, c'est une expression, sa physionomie, il ne sourit pas. Dieu nous a donné cette faculté humaine de sourire pour faire du bien à notre conjoint, sourire à l'autre. Mais Rav Dreyfus, c'est dur de sourire à la maison. C'est très dur. C'est intéressant parce que dès qu'on sort du foyer familial, tout d'un coup, les lèvres se détendent. On arrive à sourire. Chez soi à la maison, c'est dur. On sent tout d'un coup une pression comme ça, une sclérose des lèvres. Dès qu'on sort du foyer, vous voyez ce que je veux dire? Au travail, la secrétaire, où vas-tu, le grand sourire, à la maison. Bon. Pour arriver à aimer, il faut apprendre à donner. Vous êtes jeune, vous retroussez vos manches, mettez-vous au travail. Vous les aimez, vous êtes à la bonne adresse. On a la émouna en Dieu. On croit en Dieu. Dieu nous a mis notre conjoint sur notre route. Il n'est pas parfait. Elle n'est pas parfaite. On a tous un travail effectué. C'est un projet de vie. On a la bonne adresse, apprendre à donner à l'autre. Dépasser notre égoïsme, réfléchir comment je vais lui faire plaisir. Il n'y a pas de délectation plus raffinée que le sentiment que j'ai fait du bien à l'autre. Je reprends. Un être humain a besoin de satisfaction. Ressentir qu'on a fait du bien à l'autre, avec un sourire, un mot gentil, un encouragement, c'est une délectation subtile, mais tellement riche, enrichissante. Ça nourrit la personne. Faire du bien à autrui. Réapprendre à aimer. Vous êtes à la bonne adresse. Il y a un travail effectué. Il faut d'abord faire le blackout, effacer
toutes ces chimères, ces mensonges émontés, d'un amour qui est généré par une attirance. C'est faux. C'est faux. L'attirance est importante, mais ce n'est pas le but du mariage. On doit aimer. En tant que juif, c'est une mitzvah essentielle. Et d'abord et avant tout, c'est dans la cellule conjugale. Le Harizal, celui qui a, le maître de la Kabbalah nous a dit, les obligations de la Torah qui viennent gérer le relationnement entre les hommes, Ben Adam le Chavero, ont d'abord été données à la cellule conjugale. C'est en donnant qu'on va aimer. J'aimerais rajouter un point qui est essentiel. C'est un public avancé. En quoi le mikvé? Le mikvé, mais vous savez, le mikvé c'est comme un mail. Un mail, s'il y a un point qui est au mauvais endroit, vous pouvez hurler sur l'ordinateur, mais il ne partira pas. Le mikvé, c'est l'école de l'amour. Je vous dis pourquoi. Parce que aimer, c'est donner en fonction des besoins de l'autre. En quoi le Maharal de Prague explique toutes les mitzvot ne sont qu'un moyen d'arriver à l'amour. Je reprends, toutes les mitzvot ne sont qu'un moyen d'arriver à l'amour. En quoi, grâce au mikvé, on va apprendre à s'aimer? En quoi l'amour est essentiellement généré par un respect fidèle du mikvé? C'est très simple. Le mikvé, c'est quoi? C'est une attente. Chaque mois, 12 jours d'attente. C'est difficile. C'est difficile. On doit attendre 12 jours. 12 jours d'attente. C'est dur. Mesdames et messieurs, c'est l'école de l'amour. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, nous sommes différents. Nous sommes différents, totalement différents. Dieu nous a créés différents. Aimer, c'est donner en fonction des besoins de l'autre. Le mari moyen, mesdames, ils sont tous comme ça, n'a jamais compris ce que c'est que les besoins d'une femme. Parce que même le mari qui est bien intentionné, l'approche qu'il a de la femme, il se voit dans un miroir, il pense qu'il va lui donner en fonction de ses besoins à lui. Alors, mesdames, on est d'accord, je peux leur dire, chez certains maris, on va dire gentiment que le physique est prioritaire. D'accord. Certains maris, il est exclusif. Chez la femme, qu'est-ce qui est plus important? L'attention ou le physique? Mesdames, dites-leur qu'ils l'entendent. Ce n'est pas Dreyfus qui est venu leur faire l'affaire Dreyfus. D'accord. Qu'est-ce qui compte pour une femme? C'est avant tout un besoin d'attention. Je ne dis pas que le physique est négligeable, mais il a de sens que s'il attend, de l'attention. Pendant 12 jours, lorsque la communication physique est interdite, le mari va devoir découvrir et apprendre à aimer sa femme, qu'elle a besoin avant tout d'attention, d'une présence. Sympa, hein, messieurs, lorsque vous arrivez à la maison, le smartphone visse à l'oreille, je t'écoute, en train de voir ses mails, je t'écoute chérie, tu peux parler. C'est ça l'attention, d'accord? C'est un investissement. 12 jours par mois, parce que la relation, un couple, c'est avant d'être 2 corps, c'est 2 neshamot, 2 âmes. Le corps n'a pas une finalité. On Shabbat, on n'attend pas le Shabbat pour manger la fila. On attend le Shabbat, face à mon élévation, qu'elle contribue les plaisirs de la table. Mais le but, ce n'est pas le plaisir de la table. Le mariage aussi. Il y a le corps, mais ce n'est pas seulement le corps. 12 jours qui sont là pour nous réapprendre à aimer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est un accord ou un refus total? Refus en bloc? Mais vous dites réapprendre à aimer pendant les 12 jours. Et c'est chaque mois. Chaque mois, on réapprendra à chaque fois à aimer. Tout à fait. On progresse si encore. on a réussi à réapprendre à aimer pendant les 12 jours, l'amour se construit. C'est pas réapprendre à aimer, c'est juste améliorer l'amour. Exact. Oui, c'est passer de niveau. Il y a le BEPS, le bac, il y a la première année de fac, on progresse. Doctorat. Dans l'amour aussi. Pas qu'il disparaît après les 12 jours. Non, il va en simplifiant. C'est une bonne question. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pardon? Quand il n'y a que le physique, ils n'arriveront pas à passer le stade d'aimer naturellement. On est obligé d'avoir ces 2 jours. Quoi. Logique. Mais c'est logique, non? Non, je ne sais pas. Pardon? Alors, je vais vous poser une autre question. Projetez-vous dans 50 ans. D'accord? Dites-vous dans 50 ans, par la force des choses, le physique n'aura pas la même vigueur, les mêmes besoins. On divorce? Non. Parce qu'il y a une construction autour des enfants. Non, les enfants sont mariés. Dans 50 ans, vous êtes qu'ils soient mariés. On se retrouve, regardez, on se retrouve en tête à tête. On se retrouve en tête à tête. C'est extraordinaire. Si encore une fois, on a réussi à créer. Donc, le physique n'est qu'un... On peut créer autour du physique, on n'est pas obnubilé par le physique. Très bien. Il faut remettre le physique dans sa vraie proportion. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un corps et une âme. D'accord? Un corps et une âme. Je vais vous poser une question. Vous avez déjà vu un chien avenue de la Forêt Noire qui s'arrête sur le trottoir pour saluer son fils? Ou un fils salue son père chien? Non. Ils ne disent pas bonjour. Non, le concept de famille est quasi inexistant dans l'espèce familiale. Même ce qu'il y a comme contre-exemple, c'est très pauvre. Un repas de Shabbat. Chez nous, le Marocain. 3 heures à table. Mais il y a un kiff, d'accord? On kiffe. Jamais dans l'espèce, il y a ce kiff d'être ensemble, en famille. Ça n'existe pas. La famille n'existe pas dans le monde animal. C'est un cadeau de Dieu pour nous. Dans la relation qu'on a entre mari et femme, femme et mari, nos frères et sœurs, nos enfants, nos parents, il y a un kiff d'être ensemble. Il y a un kiff d'être ensemble. Il y a un kiff. C'est un kiff de l'âme. Je vous fais court. Je lui avais dit, je kiffe parce que j'aime enseigner la Torah. C'est pas un kiff au niveau du physique. Le physique est limité. Un match de foot, après 90 minutes, on est sur les rotules. On prend un très bon vin. Combien de temps dure le plaisir, la jouissance du vin? 1/10 de seconde. Un monsieur ou une femme qui aime les millefeuilles, il peut en avaler 10? Non. 5? Non, après 3, il est malade. Tous les plaisirs physiques sont limités par définition. Dieu, il a fait que le physique est limité. Quels sont les kiffs qui sont unlimited? C'est ce qui... L'âme, la Torah. La Torah. Kiffer la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, il y a un kiff. Ce kiff, il ne fatigue pas, on ne se lasse pas. On aime étudier, on aime enseigner. Il y a le physique. Il est important. Je n'ai pas dit qu'il est parti qu'on veut. On doit bien manger Shabbat. Dans le couple aussi, c'est important. Mais ce n'est pas une fin. Le physique est là pour nous rapprocher. Dieu l'a donné, ça. Dieu qui l'a donné, le physique. Pourquoi il l'a donné? Ça prend la tête, parfois. Parce que le mari, il voit d'autres physiques aussi parfois. D'accord, je suis un peu direct. Et vice-versa. Le physique pour le physique, on cherche le physique. Bon. Le physique n'est pas une finalité. Il est là pour nous rapprocher. C'est important. C'est important. C'est très important. S'il n'y a pas de physique, il n'y a pas de shalom. Mais là, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen de se rapprocher. Et donc, il y a 12 jours par mois où on apprend à communiquer comme des êtres humains, en s'écoutant, en se parlant, sans que ça passe par le corps. C'est essentiel. Vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez réfléchi. Vous dites que sans ça, on ne pouvait pas s'écouter. Pardon? Sans ces 12 jours, on ne pouvait pas réussir à se poser, à s'écouter et à se parler. Alors, il y a plusieurs, regardez, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément, un mari, dès qu'il veut prendre, il prend. Qu'est-ce qui s'installe dans le couple? Très rapidement, la lassitude, d'accord? Lorsqu'un mari, il est là, elle, il manipule là. Un mari qui pendant 12 jours apprend à dominer ses pulsions. C'est difficile. Pour un homme marié, pour la femme aussi, pour l'homme encore plus que pour la femme, toujours apprendre à dominer ses pulsions, c'est une école de la force. C'est quoi un homme fort?
aux yeux de la Torah, c'est quoi un homme fort? Ézé ou Gibor, l'homme fort, c'est celui qui est capable de dominer ses passions. Lorsque l'homme fort sera agressé par la secrétaire, par la cliente, par la voisine, si pendant 12 jours il a réussi à comprendre que la Torah nous donne cette force de dominer notre monture, le cheval, d'arrêter l'esclavagisme du corps, d'apprendre à surmonter nos désirs, de ne pas être un esclave de son corps. Si en 2 jours avec son épouse, il est capable de se retenir, lorsqu'il va être confronté, on est tous confrontés à des défis. Lorsqu'il est confronté à un nouveau défi, il fait la musculation. À quel niveau? La vraie force d'un être juif. Donc ces 12 jours ont beaucoup de... On doit respecter 12 jours parce que c'est Dieu qui l'a voulu. J'explique les bienfaits ces 12 jours. On apprend à s'aimer, à se respecter, à attendre. Une femme juive est une princesse. Une princesse. Une princesse se mérite. Dans l'aristocratie, les femmes, les aristocrates se font attendre. Nous épouses, nous en faisons des reines. Une reine, ça se respecte. On doit être capable de l'attendre. C'est important. Mesdames, faites-vous respecter. Lorsque vous commencez à céder, c'est une piste savonneuse. C'est pour vous. Ces 12 jours, c'est pour vous et pour votre mari. Je vous ai posé une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelque chose que je ne comprends pas. On parle que pour l'homme. Dans le discours, on dit c'est pour les hommes, mais les femmes aussi. Là, on dit que les hommes doivent attendre. Est-ce que c'est la femme qui doit attendre? On est dans un sens unique et pas c'est dans les deux sens. Ce que j'ai expliqué, c'est une très bonne question aussi. Quel est votre prénom? Emmanuel. Emmanuel. Ah, magnifique. Donc, la femme aussi, elle a aussi, bien entendu, un défi. Elle a aussi besoin de contact physique. Elle aussi doit apprendre à attendre. Ce que j'ai expliqué, c'est que l'homme et la femme, nous sommes totalement différents. Les besoins d'un homme, d'habitude, les besoins physiques sont dominants. D'accord? Chez la femme, le physique n'a de sens que s'il y a toute une mise en scène, c'est un terme péjoratif, tout un vécu basé sur l'attention, la présence, l'écoute, la compréhension de l'autre. Donc, nos besoins sont différents. Un homme, mesdames, a aussi besoin de gentillesse. Un homme aussi a besoin d'attention. Un homme aussi, mesdames, vous avez le devoir dire à votre mari, tu es beau gosse, ils adorent ça, mesdames. Faut leur dire, faut leur dire, chérie, tu es mignon, hein? Messieurs, je vous pose une question. Il y a un monsieur dans un magasin de fleurs. J'aimerais un bouquet de fleurs, mais c'est le dernier que j'achète chez vous. Vous en avez fait pourquoi c'est le dernier? Vous n'êtes pas content de marchander? Ils sont très beaux, les bouquets. Alors c'est le prix? Non! Vous êtes très bon marché. Alors pourquoi c'est le dernier? Mais c'est très simple. C'est le dernier bouquet que j'achète parce que demain je me marie, donc c'est le dernier bouquet. Messieurs, c'est quand la dernière fois depuis votre mariage, vous allez faire à votre épouse un... Hein? C'est quand? Il faut le faire, hein? Pas jusqu'au mariage, après le mariage. Sinon, on le fait après le mariage. Une femme a besoin de ça. Essentiel. Donc, la femme est différente. On apprend à aimer. Deux questions. On a parlé des 12 jours pour apprendre, augmenter, peu importe. Et comment ça se passe quand une femme est enceinte? On a plus ces 12 jours. C'est une très bonne question aussi. Regardez. Regardez. On voit que vous êtes un jeune marié. Une femme enceinte aussi. Il faut savoir que il y a des tourments, d'accord? Il y a des hauts et des bas. C'est pas les 12 jours. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. C'est de l'imprévisible. Regardez, messieurs, je vais vous dire, un mari, c'est pas quand il se marie, il se met avec 3 femmes, d'accord? En période après mikvé, lorsque madame est indisposée, et la 3e femme lorsqu'elle est enceinte. Donc c'est de nouveau. Donc il y a de quoi. Bon, Hachem, et après la naissance, le bébé. Donc c'est. Dieu, il a fait que.
Pardon? Sous contraception aussi, des fois. Pardon? Sous contraception, il y a des gens qui ont des stérilet qui n'ont pas. J'entends mal. Sous contraception, avec le stérilet, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément 12 jours sans panier. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors là aussi, le stérilet, hein, il y a des stérilets où c'est pas 12 jours, c'est parfois 17 jours. Non, des fois, il y en a qui rien une année, rien. Ah, mais c'est imprévisible. Ah, il y a 30 à 40% de femmes. Il y a deux sortes de stérilet, en cuivre et Mirena. Hein, le Mirena, hein, vous avez parfois 3 mois de fraternité. D'accord? Fraternité de conjugal. Parfois c'est 6 mois. Avec le stérilet en cuivre, il y a 30 à 40% de femmes qui ont le règle qui passent de 5 à 10 jours. Et parfois après de nouvelles tâches. C'est une unida, la place qui vient d'installer, c'est une unida. Donc là aussi, Dieu, il a fait en sorte que la contraception. J'ai traité à Strasbourg, maintenant pendant cette semaine, j'ai dû faire une quinzaine de cours à des médecins, à des rabbinim, à des sages-femmes sur la contraception. Parce que un des enjeux de la contraception, c'est malheureusement, il n'y a pratiquement aucun progrès dans la contraception. On est pratiquement au stade il y a 30 ans. Quelques petits changements. Et ça marche mal. Ça fait signer trop souvent. Pas chaque femme, ni trop de femmes. Là aussi, Dieu a fait en sorte que la contraception, il y a des imprévus. C'est vrai, il y a des femmes chez qui ça marche très bien. Mais c'est imprévisible. Et c'est une bonne question là aussi. Alors, il y a d'autres questions encore? Juste avant de parler d'un truc, vous avez dit. Pardon? Avant de parler de quelque chose, vous avez dit c'est pas le but du mariage. Et du coup, quel serait le but du mariage pour vous? Ouais, ça c'est une question, ça. C'est une question. Est-ce que je peux la poser à vous? On n'est pas dans le Jacob. Pardon? Bon. Je ne sais pas où vous faites allusion, mais je vais pas vous aider, donc je vais essayer de vous répondre. Regardez, je sais pertinemment que la plupart d'entre nous, je m'inclus aussi, lorsqu'on se marie, on n'a aucune idée de l'envergure réelle de ce que c'est qu'une construction d'un couple juif. Je lui dis, la famille n'existe pas dans l'espèce animale. C'était donné aux Juifs par Dieu et automatiquement à l'espèce humaine, parce qu'en fait, c'est une entreprise divine, la famille. La famille, c'est chaque couple, aux yeux de la Torah, est un élément de la chaîne des générations qui a commencé à Abraham et qui va se perpétuer. Donc, un couple, c'est une dimension qu'on n'arrive pas à. On ne peut pas réaliser ce que c'est. Mais c'est évident que vous avez dépassé le cliché de la pièce montée, de la belle robe de mariée. Il y a d'autres choses derrière. Le but du mariage, ce n'est pas la nuit de noces, on est d'accord. Vous êtes mariés, vous avez fait ce choix réfléchi. C'est un choix de construire ensemble. Donc, on a des buts dans la vie, on a des objectifs. C'est quoi? On a des valeurs juives, on cherche à construire. Quel est le patrimoine le plus cher de tout être humain, juif ou pas juif? C'est quoi? L'argent? On ne prend pas avec au cimetière personne. Dans le caveau, dans le tombeau, il n'y a pas de place pour l'argent. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent, les gosses se disputent. L'argent, déjà avant l'enterrement, en route pour le cimetière, c'est déjà des bagarres. On ne vit pas sur la terre pour l'argent. Est-ce qu'on réalise toujours la dimension du couple? Non. Mais nous savons que c'est un projet divin. Un couple, c'est un projet divin. Dieu nous a demandé de nous marier. Le mariage, dans la Torah, ça s'appelle Kiddushin. C'est quoi Kiddushin? Kedusha, c'est élévation. Élévation. C'est quoi élévation? Je vais vous dire ce qu'a écrit un des plus grands maîtres à penser du peuple juif. Rab Shimon Skop. Ça vous dit quelque chose? Les talmudistes savent ce qu'il c'est Shari Yosher. Il écrit dans son introduction du livre Shari Yosher. C'est quoi le concept de Kedusha? Kedusha, c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, je n'aime pas le terme sainteté parce qu'on se croirait presque au Vatican, d'accord? C'est un terme chrétien. Kedusha, c'est élévation. La Kedusha, c'est savoir se servir de ses plaisirs physiques pour faire du bien à l'autre. Je reprends, la Kedusha,
c'est dépasser son égoïsme pour l'homme moyen au XXIe siècle, c'est exactement l'inverse. Parce que l'homme moyen, je ne parle pas de vous, l'état d'équipe de Regesh, mais l'homme moyen, vous savez, qui a été détruit parce qu'il a vu son écran, la vie conjugale, c'est une recherche trop souvent effrénée d'autosatisfaction bestiale et égoïste. Nous, même dans ce qu'il y a le plus intime, la mitzvah de l'homme, c'est de donner, dépasser sa recherche personnelle d'autosatisfaction pour au contraire donner à l'autre. C'est ça la boucha. Construire ensemble, c'est dépasser son égoïsme et c'est de réfléchir à ce qu'il peut apporter à l'autre. C'est une construction spirituelle. Il y a aussi un corps. Le corps existe. C'est une mitzvah de se marier. On fait des brachot. Nous, lorsqu'on mange, on fait birkat hane'enim. Sur chaque aliment, la bracha s'appelle la bénédiction du kiff. On kiffe. Shabbat, on commence le Shabbat avec un verre de vin. Il faut un bon vin et boire une bonne rassa. Pourquoi? Le Roche, un des plus grands dessinateurs de tous les temps, il écrit parce qu'il faut kiffer le Shabbat. Pour nous, le corps, c'est pas l'ennemi de l'âme. On se sert du corps pour s'élever. On se sert du corps pour donner à l'autre. On se sert de notre sourire pour sourire à l'autre. On se sert de nos paroles, de tout notre corps pour donner à l'autre. C'est dépasser son égoïsme. Et là aussi, l'erreur dramatique du XXIe siècle, c'est qu'on a totalement occulté l'humanisme. L'humanisme, c'est une satisfaction d'avoir donné à l'autre, d'avoir réussi à dépasser, encore une fois, sa recherche personnelle et égoïste de satisfaction, d'avoir fait ce travail. Et les hommes savent exactement de quoi je parle, je ne vais pas parler de manière trop crue, ce travail que tout homme doit faire. C'est un travail exaltant lorsqu'on y arrive, lorsqu'on a réussi à dépasser son égoïsme, c'est une satisfaction exaltante. La Gdusha, c'est ça. Comme ça écrit Rav Shimon Shkop, c'est dépasser son égoïsme. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Alors je vais être très franc, on va poser une question. Et je vais la poser parce que personne n'ose la poser. Je vais être... je vous dis, je suis natif du Brésil. Il y a quelque chose qui me dérange en France. Le français, parfois, je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas ce qu'il dit les Français. Je prends un exemple. Lorsque vous dites quelqu'un qu'il est un peu fatigué, on ne sait pas s'il a mal dormi, il est en train de mourir d'un cancer. D'accord? Oui ou non? Moi, j'appelle les choses par leur nom. D'accord? Je vais pas de manière très directe. Un des défis du couple juif aussi au XXIe siècle, c'est ce qui se passe dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Nous sommes tous en high risk dans le monde du travail. On ne va pas faire l'autruche, on va appeler les choses par leur nom. Pourquoi? Parce qu'à la maison, parfois, très rarement, mais ça peut arriver, on se chamaille, hein, d'accord, mari et femme se chamaillent, c'est du quotidien, il y a la routine, on se chamaille, c'est très rare, ça peut arriver. Et en arrivant au travail, la secrétaire, ah, comment vas-tu? Ah, tu es tout mignon ce matin. Psh, quelle fringue, elle n'a pas oublié le psh. Ah, magnifique et superbe, mais il a en tête. Il y a eu que madame a légèrement élevé la voix à la maison. La secrétaire n'élève jamais la voix, hein? D'accord. Et vice-versa. Une femme aussi. Mesdames, messieurs, on va être franc et direct. Dans le cadre du travail, il y a ce qu'on appelle l'amitié, d'accord? C'est normal, on travaille ensemble. Il y a un climat d'amitié. C'est plus que du copinage, c'est de l'amitié. Je pense que c'est même pas de... Pardon? Je pense que c'est même pas de l'amitié, c'est deux choses différentes, c'est l'être et le paraître. C'est quoi être? Être et paraître. Ah, j'ai pas compris, vous dites être et paraître. Bah, à la maison, on est ce qu'on est, et à l'extérieur, on peut paraître une autre personne, parce que c'est peut-être des fois plus facile. Et alors? Non, continuez votre idée, j'entends, je veux vous écouter. Et paraître, ça veut dire quoi? Il y a un jeu. Il y a un jeu. Mais ce jeu, un collègue de travail,
un collègue de travail qui est sympathique, et qui est gentil, et lui, il fait des compliments. Lui, il n'a pas oublié de faire le... Hein? Il n'a pas de limite. Hein? Ça peut être un goy, ça peut être un arabe, ça peut être un juif. Il n'a pas de limite. Dire qu'une femme est insensible à ça, c'est se voiler la face. D'accord? C'est normal. Si en plus elle s'est bien avec son mari, ça n'arrive presque jamais à Strasbourg, mais ça peut quand même arriver. Il y a plus que ça. Une femme a besoin d'attention, un mari aussi. Dieu a voulu que l'attention d'un être humain, on la donne, on la reçoit dans le cadre familial. Les enfants, les adolescents ont aussi besoin d'attention, énorme. Parce qu'ils ne le reçoivent pas, ils sont en danger. Lorsqu'une femme réussit dans sa carrière, je ne suis pas en train de dire qu'il faut échouer dans sa carrière. Lorsqu'une femme réussit dans sa carrière, qu'elle ressent un regard admiratif de ses collègues, de ses élèves, il y a ici quelque chose qui se passe. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un être humain a besoin d'attention. Il y a l'attention qu'on reçoit chez soi, il y a parfois une attention qui... Waouh! D'accord? Cette attention, elle est dangereuse. Parce qu'on a besoin d'attention, et lorsqu'on reçoit beaucoup d'attention en dehors de son foyer, l'attention qu'on va recevoir dans son foyer n'aura pas la même valeur. Je n'ai pas dit qu'une femme ne va pas travailler. Je n'ai pas dit ça. Mais personnellement, nous avons... Une femme doit... Non, d'abord au lieu de la Torah... Ça, et un homme au final. Pardon? L'homme aussi, il a besoin d'attention. Tout à fait. L'homme aussi, dans son entourage, il peut aussi... Tout à fait, tout à fait. Mais chez la femme, ça fonctionne différemment. De nouveau, chez la femme, le besoin d'attention est encore beaucoup plus fort que chez l'homme. L'homme a aussi besoin d'attention. Mais chez la femme, c'est encore plus fort. Nous n'avons que 3 filles. Nous avons 3 garçons, 3 filles. Nos filles, mon épouse et moi, on n'a pas avec nos filles. Non, mais qu'est-ce qu'elles cherchent comme... Elles travaillent. Elles ont choisi un travail où... la plus jeune de mes filles est prof de maths. Ça fait des années qu'elle galère, parce qu'en Israël, il n'y a pas assez de postes, donc elle fait des remplacements. C'est un petit génie des maths. Elle aurait pu être ingénieure, elle aurait pu être dans l'informatique. Elle a fait un choix. Un choix. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente que dans le monde du travail, même si on est... Mon gendre, c'est quelqu'un qui étudie au collège. Même lorsqu'on est... Il ne faut pas se voiler la face. Il faut ouvrir les yeux de réalité. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, madame au foyer. Nos 3 filles travaillent. J'en ai une qui est conseillère fiscale. Elle a choisi de travailler dans un cabinet où il n'y a que des femmes. C'est son droit. Les clients, c'est des hommes aussi, mais c'est que des femmes. Les femmes orthodoxes qui décident de travailler ensemble. J'ai une autre fille, elle est conseillère judiciaire. Elle aussi, elle travaille aussi. C'est un choix. C'est un choix. Pourquoi? Parce que... Pourquoi se prendre la tête? Alors, je n'ai pas dit que vous devez... Je vous donne quand même matière à réflexion. Il y a une réalité. Occulter cette réalité, c'est absurde. Parce que statistiquement, il y a un homme sur 2 enfin voilà, et une femme sur 3. Donc ce serait plutôt les hommes qui devraient travailler avec des hommes et les femmes pas. Regardez, Je comprends pas. j'espère que c'est moi que vous dites. Pardon? J'espère que vous exagérez les statistiques. Non, je vais regarder. C'est triste, non? C'est triste, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce serait plutôt à nous d'aller s'enfermer, quoi. J'ai pas dit s'enfermer. J'ai pas dit s'enfermer. Non, mais... D'abord, être réaliste. Ne pas faire l'autruche. Ne pas faire l'autruche. Accepter l'idée qu'il y a un danger. Dire non, ça n'arrivera pas, non, c'est faux. Accepter l'idée qu'il y a une réalité du monde du travail. On peut appeler ça copinage, camaraderie, amitié, être ou paraître, peu importe.
il y a dans le monde du travail une proximité quotidienne avec des gens intelligents. Mesdames, il y a des goïms très intelligents, très sympathiques, d'une gentillesse et du extraordinaire. Il ne faut pas faire mesure de réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que toute personne sensée comprend que c'est une question de valeur humaine. Il y a une valeur humaine qui s'appelle la famille, le foyer. Appelé un terme de l'Antiquité, la fidélité. C'est l'Antiquité, mais je pense que c'est essentiel. La fidélité, c'est une valeur humaine. C'est vrai que le monde dans lequel nous vivons, c'est quelque chose qui a détruit ce concept de fidélité. L'ancien président de la République, M. Hollande, lorsqu'il a été élu, vivait de manière ostensible en concubinage avec une femme qui n'avait pas divorcé. Je pense que c'est au niveau des idées, de ce qu'on appelle une certaine moralité, c'est atroce. Le président de la République, c'est quand même quelqu'un qui doit être d'une respectabilité. Et le concubinage avec une femme qui n'a pas divorcé, au niveau du droit français, jusqu'à 50 ans, c'était une infraction grave. Le code pénal, c'est... Aujourd'hui, donc, alors, nous sommes dans un monde, il faut prendre conscience. Prendre conscience, je n'ai pas dit, encore une fois, je vais changer de travail. Réaliser qu'il y a un danger. Il faut concrètement savoir. Un juif doit être respectueux de l'autre. Je peux vous dire, à la com, là, je vois des flics qui mènent la garde. Chaque fois que je passe devant eux, j'essaie de leur dire bonsoir ou bonjour. On vous est reconnaissant que vous montez la garde pour vous. On dit merci, c'est normal. Non, c'est pas normal, vous nous protégez. Dire un mot gentil à un goy, c'est essentiel. C'est essentiel. Il existe le goy. On doit avoir du der eretz, du savoir-vivre avec les autres. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. C'est intéressant, vous savez, j'avais un arrière-grand-oncle, il a fait 2 ans de prison. Il a eu une tuile après l'autre. Il y a un moment où il est sorti de prison et c'est devenu waouh! Il a eu une ascension fulgurante dans la réussite. Quand est-ce qu'il est sorti de prison? Quand il a commencé sa réussite professionnelle, un matin, il a vu 2 Arabes. Et il leur a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ce matin, vous n'avez pas la pêche. Qui c'était ce grand-oncle? C'est le vôtre aussi d'ailleurs. Yosef, ah, très bien, Yosef Atadik. Ah, Yosef, un matin, il voit 2 Arabes. Il dit, ah, la main, il ne faut pas dire. C'est là qu'il est sorti de prison, qu'il est le vice-président de la première puissance mondiale, l'Égypte de l'époque. Le gars existe. Le gars existe, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, mais les limites. Le respect de l'autre, la politesse, mais pas la chaleur. Le respect de l'autre, la politesse, mais savoir marquer une distance. L'autre existe, mais savoir réaliser qu'il n'y a chaque rapport, aucun homme et aucune femme, du jour au lendemain, ont craqué. C'est une piste savonneuse. On commence en délicatesse, avec les petites choses, on ne sait jamais où on s'arrête. J'ai parlé dans l'histoire avec des étudiants. Je leur ai parlé de ce qui se passe dans les facs. Je sais ce qui se passe dans les facs. Dans les facs, les goyotes cherchent des feuilles, d'accord? Vous avez fait la fac? Les goyotes cherchent des feuilles, oui ou non? Arrête, dites la vérité. Elles sont faciles, d'accord? Comment est-ce qu'on fait? On est en TP ensemble, d'accord? On est ensemble. Ah, elle s'assoit à côté de vous. Vous n'allez pas vous dire, ça se fait pas. Elle s'assoit à côté de vous, puis elle vous fait, tu peux me passer tes notes? Tu me passes? Oui, bien sûr. Puis après, on va prendre un pot ensemble. C'est pas Bnei-Brak, d'accord? On va prendre un pot ensemble. Bon. Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on s'arrête? Vous avez fait la fac. Vous savez ce que c'est? Oui ou non? Ouvrir les yeux. Vous avez des copains qui ont craqué. D'accord? Et même chose pour les filles. Les gars les plus sympathiques dans les facs, c'est qui? C'est les Arabes. Oui ou non? Ils sont gentils, les Arabes. Oui ou non? C'est une réalité. Et une fille est sensible à cette gentillesse. Et ils sont très forts. Jouer l'autruche, c'est pas ce que j'aime. Non. Voilà, mesdames, je vais m'arrêter. Je vous remercie de votre écoute. Vous êtes de matière à réflexion.
Nous sommes juifs, nous avons un patrimoine. Notre patrimoine, c'est d'abord la famille, les valeurs familiales. Vous êtes en train de construire votre vie, votre foyer. Ce qui est le plus cher au monde, c'est vos enfants et votre conjoint. C'est irremplaçable. La réussite dans la vie, c'est être capable avec ses proches de communiquer de manière positive, de ne pas se prendre la tête, d'être heureux ensemble. On a un bon Dieu qui nous aide. Parce que, je répète ce que je dis en introduction, je vous félicite d'avoir fait ce choix de venir à Regesh. Je suis enthousiaste de l'idée même du concept. Pour vous, c'est important d'avoir un repère. Dans un monde, il n'y a pas de repère. Le fait d'avoir ici une relation avec ce groupe de personnes sympathiques, c'est un repère. On a besoin de repères juifs. On a de pouvoir parler d'un problème, de pouvoir échanger, de pouvoir réfléchir ensemble. C'est essentiel. Enfin, je vais vous donner une bracha. Qu'Hachem vous aide à réussir. Réussir dans le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est, on a un patrimoine juif, la Torah. La Torah, c'est pas une religion. C'est pas une religion. Je l'ai dit samedi, je ne suis pas un religieux. Pourtant, j'ai le look, la grande barbe, les titiotes d'or. La Torah, ce n'est pas une religion. La religion, c'est dimanche matin, de 9 à 10, lorsqu'ils vont à la messe. D'accord? Pour nous, la Torah, c'est un mode de vie. Du matin au soir. De la naissance à l'au-delà, dans une synagogue, mais avant tout, chez nous, à la maison. La fête de l'indépendance du peuple juif, c'était Pessah. Ça se fait tout quand le Pessah, dans la maison, en cercle familial. On n'a pas fait défiler le jour de l'indépendance, c'est Pessah, on n'a pas fait défiler. On peut faire pas de bal populaire, on est chez soi à la maison, en famille. Notre vraie valeur, c'est la famille. Il faut s'investir dans notre famille, se protéger de l'extérieur et kiffer la Torah. Voilà, je vous donne ma bracha, qu'on puisse tous avoir ce mérite d'avoir des enfants. La réussite dans la vie, ne soyez pas fâché et vexé ce que je vous dis. Je vous dis avec bonheur, je vous souhaite ce que je me souhaite à mes enfants, mes petits-enfants. La réussite dans la vie, pour moi, c'est kiffer la Torah. Je souhaite que vos enfants et petits-enfants kiffent la Torah. On n'a pas de plus grand kiff que ça. Il n'y a pas de mal à travailler. Il n'y a aucun mal. Mais on n'est pas venu sur terre pour travailler. Voilà, qu'Hachem vous aide à réussir ce projet de vie. Bonsoir.